suis ravi d'être là. En tout cas, je suis donc Philippe Gaumont, directeur du pôle stratégie de marque et influence dans l'agence de communication ici Barbès, une ancienne agence 360 du groupe TBWA qui a pris son indépendance il y a maintenant 4 ans, avant le Covid. Et du coup, j'opère surtout sur différents pans de la communication, aussi bien en amont, avec la définition de plateforme et d'identité de marque, jusque dans l'accompagnement de dispositifs de communication, que ce soit aussi large que l'influence au sens où on l'entend aujourd'hui, avec des influenceurs Instagram, TikTok, etc. Mais également plus en détail et en amont avec des partenaires, des leaders d'opinion, KOL, etc. Voilà. L'information, c'est que on a tous été contactés, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on soit aussi nombreux à la tribune. La communication, c'est que on s'est battu pour venir. Il faut trouver votre interprétation entre les deux. Moi, je suis communicant aussi, donc on a une agence qui s'appelle MCBG Conseil, qui fait du conseil aux dirigeants. On ne fait pas du tout de marque. On conseille des personnes, donc on conseille des dirigeants, on conseille des chefs d'entreprise, on conseille des hommes politiques sur leur communication, leur stratégie, leur influence, la relation institutionnelle aussi avec les pouvoirs publics. Voilà, c'est très intéressant. On a des clients qui sont souvent des autodidactes, qui sont souvent des gens qui découvrent le milieu français aussi. Souvent des gens qui n'ont pas fait Polytechnique, l'ENA, etc. Donc on apprend les codes et on apprend les milieux et on apprend à se débrouiller en France. C'est extrêmement intéressant et riche comme type de mission, donc je suis très heureux de faire ça. Je suis aussi scénariste, j'ai fait une BD qui s'appelle Le Président, où j'imagine Cyril Hanouna arriver au pouvoir. Ce qui m'a permis d'être invité chez Cyril Hanouna, ce qui était inattendu puisqu'on lui casse la figure pendant 160 pages. Mais c'est un garçon qui récupère tout ce qui passe, donc ça m'a permis aussi, c'était une espèce d'expérience un peu méta. On pouvait confirmer ses intuitions sur un sujet après l'avoir publié, ce qui est assez étrange. Et puis donc j'ai une série en préparation, alors si on y arrive, avec Mathieu Sapin, qui sera politique, plutôt cette fois-ci audiovisuel, télé, et 2 autres BD, si tout va bien aussi. Donc voilà, 2 casquettes qui remplissent bien mes journées. Si je n'avais pas déjà 3 enfants, je vous passe la parole. Bonjour à tous, je suis directrice juridique d'un groupe de presse, en l'occurrence le groupe Figaro, qui comprend une rédaction tout titre confondu d'environ 600 journalistes. Je suis ancienne avocate et je suis ici en ma qualité de présidente de la commission de la carte de presse des journalistes professionnels. C'est une commission qui a pour caractéristique majeure d'être paritaire, donc composée à égalité de représentants des syndicats d'employeurs dont je fais partie et de représentants des syndicats de journalistes qui, eux, sont élus. La caractéristique de cette commission, c'est de défendre vraiment la profession de journaliste. Et c'est très souvent, nous prenons nos décisions de manière totalement unanime et paritaire, bien entendu. Notre mission, c'est d'attribuer et de donner des cartes de presse. Nous en avons donné en 2022 34 000. Je pourrais en dire un petit peu plus tout à l'heure. Bonjour, je suis un ancien journaliste de presse quotidienne nationale. J'ai exercé à la Croix et au sein du groupe Bayard pendant une bonne vingtaine d'années. Je dirige depuis 2017 l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine. Je suis par ailleurs investi auprès de la Conférence des écoles de journalisme et de la CNMJ. Voilà. Oui, Jean-Marie Charon, je suis sociologue, spécialiste dans les médias depuis pas mal d'années. J'ai présidé cette CNMJ d'ailleurs quelques années. Je suis depuis quelques années sur des enquêtes sur la profession, sur sa transformation. J'ai publié il y a 2 ans un bouquin avec une étudiante qui travaille avec moi sur les journalistes qui quittaient la profession. On ne parlera pas de ce sujet-là aujourd'hui. En revanche, je travaille depuis 1 an sur une enquête sur les jeunes journalistes. Et là, ça va me permettre, disons, de poser la question, effectivement, communication et journalisme, en termes très concrets, pas uniquement en termes de principe. Merci. Bonjour, moi je suis ici pour représenter le groupe Audience, qui est votre groupe de protection sociale pour la presse et les médias. Nous sommes un groupe paritaire, comme le disait Bénédicte tout à l'heure, avec 50% d'employeurs de la profession et 50% de représentants des salariés. Et nous accompagnons plus particulièrement les journalistes, et je suis là pour vous parler des journalistes salariés.
Oui, merci. Ça fera écho d'ailleurs aux dernières remarques de Ludovic qui proclamait qu'on pouvait être journaliste hors statut et hors structure classique. Par rapport au Code du travail. Par rapport au Code du travail, je pense que là, on va pouvoir un peu développer là-dessus. Juste, toute la journée, on s'est posé la question de la frontière. En fait, on est là et ça a vraiment été depuis ce matin qu'on s'est toujours posé la question à quel moment on bascule de l'information vers la communication et vice-versa. Et d'abord, je voudrais demander aux deux professionnels de la communication, est-ce que ça a un sens, cette frontière, cette séparation? Alors, Philippe Gaumont, qui est le plus proche de moi pour l'instant, donc une réaction, et ensuite celle de Philippe Chevrolet. C'est moi qui ouvre le bal. J'aurais bien laissé l'autre Philippe commencer. Non, pour moi, il y a effectivement une frontière de principe entre les deux, c'est entre l'information et la communication. Bien que, sans jouer sur les mots, même une information, on cherche à la communiquer, et du mieux possible, mais c'est vrai qu'on s'adresse à des personnalités avec des enjeux différents. Dans le premier cas, un journaliste, souvent, il sert une ligne éditoriale. Nous, en tant que communicants, on va servir un client avec des objectifs bien précis, que ce soit en termes d'image, de notoriété, ou même dans un contexte publicitaire pour vendre des produits. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Nous, on va prendre le parti du client, on va prendre le parti d'un produit, alors que le journaliste, et pour avoir fait des études de journalisme, même si je n'ai pas exercé très longtemps, pour le coup, il y a une dimension critique, je pense, et en tout cas les journalistes ici le confirmeront, une dimension critique d'examen un peu à avoir avant de s'emparer d'un sujet. Ce qu'on peut avoir complètement en tant que communicant, et ce que, en tout cas, je fais au quotidien, mais les enjeux sont complètement différents. Et pour moi, le débat ne se situe pas ici entre information ou communication. Les deux peuvent coexister. C'est juste les objectifs sont différents. Est-ce que, Philippe Moreau, vous avez la même perception? Oui, c'est la différence entre... il y a un très beau livre d'Edoui Plenel qui s'appelle « La part d'ombre ». En tant que communicant, on est là pour la part de lumière. Donc, les communicants sont les avocats de leurs clients. Donc, moi, je me revendique comme l'avocat de mes clients. Ça veut dire que je suis là pour donner le meilleur jour de ce qu'ils sont. Ça veut dire que je vais le chercher. Ça veut dire qu'on travaille. Ça veut dire qu'on le fait sortir. Ça veut dire qu'on le montre. Et à mon sens, mais alors ça, c'est ma position à moi, l'information est absolument nécessaire pour qu'on puisse faire notre métier. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, encore une fois, c'est très personnel, mais il ne peut pas y avoir, je crois que je vais arrêter avec le micro, il ne peut pas y avoir de communication efficace dans un terrain qui n'est pas un terrain informationnel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une information qui passe, qui existe, un terrain démocratique pour qu'on puisse faire de la communication. Sinon, ce n'est pas de la communication qu'on fait, sinon on est dans autre chose. Et moi, je suis attaché aussi au principe démocratique pour ça, et je le défends beaucoup parce que je suis un ancien journaliste. J'ai d'ailleurs eu Jean-Marie Charon comme professeur. Donc il y a longtemps, Jean-Marie, c'était il y a 30 ans, donc je conçois que ce soit... C'était en 98, peut-être plus longtemps que ça. Et du coup, c'est vraiment important parce que nous, notre travail ne consiste pas à imposer une parole, mais à faire en sorte que cette parole soit entendue, prise en compte et intégrée par les gens comme étant la part de lumière de notre client. Donc ça suppose quand même qu'il puisse y avoir un jeu démocratique, qu'il puisse y avoir du pour, du contre, des oppositions. La dynamique aujourd'hui d'opinion, elle fonctionne d'ailleurs beaucoup sur des oppositions, sur des prises de parti parfois très radicales, sur des attaques. Les clients en général, quand vous êtes une entreprise ou même un personnage public, vous êtes attaqué d'une manière radicale, tout de suite, avec une très grande violence. Donc aujourd'hui, ça repose là-dessus, mais c'est bien d'un côté parce que ça nous permet de faire notre travail. Et après, c'est que le meilleur gagne. Et le meilleur, c'est celui qui aura la meilleure narration, le meilleur narratif. Si vous prenez une émission comme Envoyé spécial, Envoyé spécial vous donne une narration sur un sujet qu'ils vont traiter, sur une personne que vous allez traiter. En face, le communicant va avoir une autre narration. Et finalement, c'est celui qui a la meilleure narration et qui arrive le mieux avec les outils dont on dispose aujourd'hui qui gagne. Je vous mets au défi de trouver la vérité. Elle n'est pas simple à trouver. Je vous dis ça parce que je fais ça tous les jours. C'est quelque chose qui n'existe pas en soi. Donc, cette bataille démocratique produit quelque chose de socialement acceptable qui va être notre consensus du moment. Et c'est là-dessus qu'on se situe. Nous, on fait partie des acteurs qui concourent à ça. Comme on dit à nos étudiants, je dis à mes étudiants à Sciences Po, il y a deux façons de considérer la communication politique. Il y a celle de Bourdieu qui considère que c'est une distorsion du jeu démocratique et que ça ne doit pas exister. Moi, je suis plutôt du côté des optimistes. Donc,
Pippa Norris, pour ceux qui connaissent, qui est une politologue américaine, on concourt à l'exercice démocratique. Voilà. Chacun a sa place, chacun avec son métier, qui n'est pas le même. Pour avoir été journaliste, je ne fais plus du tout le même métier aujourd'hui. Alors justement, juste pour faire une petite précision, tous les deux, vous avez dit que vous avez fait des études de journalisme. Donc avant d'approfondir la question, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous réorienter vers la communication. Pour quelles raisons, Philippe Gaumont et Philippe Moreau-Chevrolet? Non, vas-y. Je pense que ça va intéresser tous les étudiants. Oui, alors, je le dis avec d'autant plus de transparence que je vois Corinne au fond de la salle, qui était ma directrice pédagogique à l'ESJ. Moi, en fait, dès l'école, il y avait une dimension créative qui me manquait cruellement dans le métier de journaliste. Et d'ailleurs, les exercices qui me plaisaient le plus quand j'étais étudiant, c'était clairement de pouvoir scénariser, imaginer des procédés de narration, comme tu le disais à l'instant, beaucoup plus que de rapporter factuellement les faits, ce qui est un enjeu crucial dans l'information et que je ne critique pas du tout et que je ne remets pas en cause. Mais en tout cas, s'agissant de ma petite personne, c'était essentiel que je puisse m'exprimer d'une manière qui faisait plus appel à des symboles, à des références dans un contexte bien particulier, plutôt que de prendre mon carnet et mon stylo, d'aller recueillir la parole d'autres personnes et puis de la retranscrire, on va dire, le plus fidèlement et honnêtement possible. Donc c'est pour cette raison que j'ai opéré ce changement assez vite, 2 ans après la sortie d'école, et après avoir fait un peu plusieurs on va dire rédactions, France Inter, l'AFP, TF1, mais très vite je me suis rendu compte que je serais plus épanoui si je pouvais avoir une faculté à imaginer des scénarios plutôt que de retranscrire fidèlement la réalité. Et vous, Philippe Moreau ? Moi, c'était la précarité du milieu qui m'a fait fuir absolument. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune liberté, on est mal payé, mal considéré, c'est extrêmement difficile. Et très honnêtement, moi, je voulais un métier où je puisse m'épanouir. L'autre raison, c'était à titre personnel. L'autre raison, c'était que je voulais voir la vérité et la totalité. Et je voulais pas, c'est bizarre ce que je veux dire, mais je voulais pas trahir ce que je faisais. Je vais être plus clair. J'avais un professeur à l'école qui nous disait qu'il faut avoir 2 cerveaux quand on est journaliste. Il était journaliste au Monde, politique. Il disait qu'il faut avoir 2 cerveaux. Il faut avoir un cerveau où on vous dit des infos que vous gardez pour vous et un cerveau où vous dites des choses que vous pouvez dire au public. Je ne peux pas faire ça. C'est vraiment ma limite. Moi, j'ai besoin d'être entier et d'être engagé dans ce que je fais. C'est-à-dire que je peux le faire d'un point de vue de communicant parce que c'est honnête. Je suis l'avocat de mes clients. Donc, je vous donnerai le positif de mes clients. Le contrat, c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre. Mais j'arrivais pas à me dire je vais distiller certaines infos, je vais en garder d'autres. C'est quelque chose qui en tant que journaliste, c'est pas quelque chose que j'attends d'un journaliste. Voilà. Ça m'avait profondément choqué, cette phrase. C'est pas la phrase qui m'a le plus choqué de la part de ce professeur. Ce qui m'a choqué, ce qu'il m'avait dit, quand vous êtes stagiaire, ce qu'on attend de vous, c'est que vous arriviez à l'heure, que vous ne mouftiez pas et que vous rendiez vos papiers comme il faut. Qui n'était pas ma définition du journalisme, mais voilà, certains reconnaîtront peut-être ce monsieur. Mais je veux dire, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, moi, je ne peux pas faire ça. J'ai besoin d'être entier, j'ai besoin d'être dans les sujets que je défends. J'ai besoin d'être dans un combat, une forme de combat aussi. Et dans la communication, je trouve plus ça que dans le journalisme. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Après, moi, je me suis beaucoup engagé sur les réseaux sociaux, par exemple, sur la question du Covid. Je l'ai fait en tant que communicant, je l'ai fait aussi en tant que citoyen. Et je trouve que c'est un engagement que je peux faire d'autant plus que je ne suis pas attaché à une rédaction, que je ne suis pas supposé dire la vérité. Je donne une opinion, pour le coup, en tant que citoyen lambda. Je le fais avec l'efficacité que peut avoir un communicant quand il défend quelque chose. Et ça me convient tout à fait. Voilà. C'est des itinéraires particuliers, mais la désillusion du métier, plus le fait que ça ne correspondait pas foncièrement à mon éthique personnelle, fait que je suis parti de ça. Mais c'est très, très personnel. Est-ce que ça te fait de savoir que finalement les écoles forment des très bons communicants ? Je suis très admiratif de l'axe narratif qui vient d'être développé par nos amis communicants. Et effectivement, mais je pense que tous nos étudiants vont fuir pour devenir communicants. Levez-vous, sortez tout de suite de la salle. Je pense que vous gagnerez mieux votre vie et en plus vous ferez exactement en âme et conscience ce que vous avez décidé de faire. Non, forcément, j'ai une autre approche, j'ai un autre axe narratif. Vous m'en excuserez, chers collègues. Mais
Non, je pense que il faut que aujourd'hui les journalistes soient en mesure, bien sûr qu'à certains moments il y a des relations avec l'univers des communicants. Mais je pense que la mission des journalistes n'est pas de servir une ligne éditoriale. Certes, ils servent une ligne éditoriale, ils servent aussi leur conscience. Et les rédactions ne sont pas des lieux où on est le petit doigt sur la couture du pantalon. Les rédactions sont des lieux de débat où la ligne éditoriale, et j'en parle d'expérience, et je pense que dans cette salle, il y a des gens qui l'ont vécu aussi dans leur vie professionnelle, est débattue et mise en cause. Donc il ne faut pas, je pense... voir les choses comme celle-là, ce serait un peu simpliste, d'une part. D'autre part, les journalistes servent aussi, je pense, l'intérêt général, alors que les communicants servent des intérêts particuliers. Donc, c'est la part de lumière dont vous parliez tout à l'heure, et effectivement, c'est un métier tout à fait respectable, mais qui effectivement n'est pas du tout le même. Je pense que quand on est journaliste, on est animé par une intention, par quelque chose qui est chevillé au corps et qui a un lien avec l'intérêt général, avec, pardon d'employer des grands mots, mais aussi tout simplement les fondements d'une démocratie. Donc voilà, donc c'est des choses qu'il faut redire aussi, parce qu'à force de ne pas se les redire, parce qu'on considère qu'elles sont évidentes, voir qu'il s'agit de la palissade, on les oublie. Mais non, enfin, c'est aussi ça qui est fondamentalement présent. Et du coup, la fonction du journaliste, c'est aussi de passer son temps à contourner les stratégies des communicants. Donc de ce point de vue-là, évidemment, je pense qu'il faut aussi redire un certain nombre de choses. Donc tout ça est de bonne guerre, mais vous me permettrez de ne pas partager votre approche. Juste, Didier, si tu m'autorises, redire aussi un petit peu, donc là j'enfile un peu ma casquette, conférence des écoles de journalisme, et vous savez que nous sommes 14 écoles reconnues par la Commission nationale paritaire de l'emploi des journalistes, la CPNEJ, et donc les critères sur lesquels nous obtenons cette reconnaissance sont clairs. Et j'ai relu très précisément les textes avant de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Et donc dans les critères de reconnaissance, très clairement et à de nombreuses reprises, il est bien spécifié qu'il doit y avoir on doit scinder de manière très claire tous les enseignements du journalisme avec d'autres types d'enseignements quels qu'ils soient, et surtout pas les enseignements de communication. De ce point de vue, le critère 2, dès le préambule, dès le deuxième paragraphe du préambule, c'est bien spécifié. Le critère 2 revient aussi sur cette nécessité-là, et le critère 6 également. Donc, vous dire à quel point, pour les organismes paritaires, représentant des éditeurs et de l'autre côté représentant des syndicats de salariés, pour l'ensemble des acteurs représentant la profession, c'est un élément évidemment sur lequel on ne peut pas transiger. Oui, alors on a eu le point de vue côté monde de la communication, certaines remises en cause des écoles de journalisme, mais j'aimerais avoir le ressenti et même le résultat des enquêtes de Jean-Marie Charon, qui vient d'interroger des jeunes, une centaine de jeunes je crois. Et est-ce que ce débat là, qui se déroule, est-ce qu'on retrouve la même sensibilité, est-ce qu'on retrouve les mêmes aspirations, les mêmes interrogations? Alors je pense qu'en fait, pour comprendre un peu la situation des jeunes journalistes, il faut voir, enfin des jeunes et des moins jeunes, parce que dans ceux qui quittent la profession, on a aussi cette question-là. Il faut distinguer d'un côté ce que sont les savoir-faire, les outils que mettent en œuvre les uns et les autres, et de l'autre côté ce que sont les rôles, ce qui a été effectivement évoqué là. Et là, moi, ce qui me frappe effectivement, c'est qu'on voit bien que sur différents types de situations, comment très concrètement des jeunes ou des moins jeunes peuvent être amenés à se retrouver dans des zones qu'on pourrait qualifier de zones grises par rapport... parce que là, c'est facile quand on dit voilà les rôles, voilà d'où on parle, mais très concrètement, qu'est-ce qui se passe? Et là, on va voir qu'effectivement, on a différents types de situations qui vont se développer. Je vais en évoquer 4. La première, c'est celle qui a été évoquée ce matin dans certains itinéraires, c'est effectivement, aujourd'hui, on a un certain nombre de jeunes qui sont intéressés par l'univers de l'information et des médias,
plus des médias d'ailleurs que de l'information dans un premier temps, et qui voient qu'ils ont la possibilité d'utiliser des outils qui vont leur permettre de travailler sur des contenus. Donc effectivement, moi j'ai observé un certain nombre d'itinéraires, même qui parfois évitent l'école de journalisme au final. C'est rare, hein, mais ça peut arriver. Et donc qui vont démarrer dès le collège, parfois, souvent le lycée, par des blogs, par YouTube, Instagram, etc. Et là, ce qui effectivement est très intéressant, c'est que on voit une espèce d'incertitude chez eux, d'ailleurs que parfois ils vont revendiquer. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'information ou parfois distraction. Effectivement, certains sont sur une espèce de ligne. De temps en temps, ils font des choses récréatives, on pourrait dire, où ils veulent s'exprimer sur... On a parlé beaucoup des thématiques féministes et écolo tout à l'heure. C'est effectivement des thématiques qui reviennent très fréquemment. Et puis, par ailleurs, s'informer. Alors, c'est vrai que... quand on arrive, je dirais, dans la profession par ce biais-là, probablement qu'on a parfois des représentations qui sont concrètement moins simples entre quand est-ce que je suis un influenceur, quand est-ce que je communique, quand est-ce que je fais vraiment de l'information. Les choses se compliquent, deuxième cas de figure, par le fait qu'un certain nombre de ces jeunes vont se retrouver dans des entreprises, notamment ceux qui sont intéressés par le numérique, dans ces nouvelles entreprises du numérique, où la frontière est pas forcément dessinée. J'ai par exemple un cas qui me revient à l'esprit, de quelqu'un qui travaille chez Hugo Décrypte. Il est, a priori, c'est pas une entreprise d'information, en tout cas, c'est pas très clarifié. Je crois qu'ils ont fait d'ailleurs une demande pour se faire reconnaître comme entreprise d'information et leur personnel, un certain nombre vont demander des cartes de presse maintenant. Mais bon, alors d'accord, effectivement, c'est pas forcément de l'information. Mais en même temps, la journaliste que j'ai interviewée chez Hugo Décrypte, elle revient d'Ukraine. Elle a passé 15 jours pour faire un reportage sur la situation de guerre là-bas. Il est incontestable que ce qu'elle a ramené est un travail de journaliste. Mais en revanche, son entreprise est sans arrêt en train de la faire louvoyer entre de temps en temps de l'information, de temps en temps ce qui ne l'est pas. Et dans un autre univers qui peut paraître très éloigné, par exemple dans les radios associatives, je rencontre un certain nombre de jeunes journalistes qui me disent de temps en temps, effectivement, enfin très régulièrement je fais de l'information, mais de temps en temps on me demande d'animer un festival. Bon, est-ce qu'on est toujours dans l'univers du journalisme? Donc voilà. Ensuite, si vous voulez... on entre alors dans des choses qui sont beaucoup plus prosaïques, c'est effectivement l'observation que, puisque la précarité est le lot de beaucoup de jeunes journalistes, ça a été dit ce matin par rapport à l'enquête de la conférence des écoles, la difficulté de beaucoup de pigistes ou de beaucoup de précaires à travailler dans l'univers du journalisme les conduit très fréquemment, effectivement, à être amenés à travailler dans la communication avec un certain... Alors, c'est plus ou moins régulier, c'est pour survivre, etc. Mais, et parfois, d'ailleurs, dans des entreprises où on pratique aussi... Moi, par exemple, étant à Rouen, on a eu très longtemps une agence qui s'appelait Agence Normandie Information, qui avait le correspondant du Monde d'ailleurs dans son portefeuille, hein, dans son personnel, et qui régulièrement faisait de la communication institutionnelle, hein, notamment pour la région, gros rapports, etc. Donc on voit bien c'est ce type de zone de flou. Enfin, dernier point, j'avais été frappé de voir que dans ceux qui quittent la profession, beaucoup me disent oui, je vais. Enfin, certains. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin, mais en fait, c'est pas la communication le premier débouché des journalistes. C'est l'enseignement. Bon, enfin. Mais pour ceux qui vont dans la communication, ce qui m'a frappé, c'est que l'image qu'on a souvent, ils vont vers la communication pour faire de la relation de presse ou pour faire de la communication au sens noble, je vais dire comme tel que vous l'avez évoqué. Souvent, ils vont dans la communication pour travailler dans des médias qui sont des médias institutionnels ou des médias d'entreprise. Et là, qu'est-ce qu'on leur demande de faire? De faire leur métier au sens, je dirais, manuel, hein, autant de manipulation des outils. Et là, ils disent, bah oui, je le fais bien, et notamment le numérique a été une voie très, 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 très forte de développement parce que les équipes n'avaient pas ce savoir-faire, elles les ont trouvés. Ceci dit, ils ne se font pas d'illusions, ils savent très bien, effectivement, comme le disaient nos amis communicants, ils savent très bien qu'ils ils travaillent pas pour
pour l'intérêt général, il travaille pour l'intérêt d'un certain nombre de collectivités territoriales. Au passage, ça me rappelle effectivement cette question des collectivités territoriales que dans les années 90, on avait fait avec un collègue une grosse enquête sur justement les communicants institutionnels et qui nous disait mais aujourd'hui la communication, on mobilise des outils qui sont devenus beaucoup plus performants, beaucoup plus professionnels, on est beaucoup plus proche de l'information, on a un certain nombre d'outils qui sont des outils d'information. On avait entendu tout ça, et puis il y a eu des élections, et puis on a regardé les directeurs de communication des différentes collectivités territoriales. À chaque fois qu'il y a eu un changement de majorité, il y a eu un changement de directeur de communication. Voilà. Alors, au milieu de toute cette situation, la commission de la carte. Alors, comment vous faites pour vous y retrouver dans toutes ces transformations du métier, toutes ces approches différentes du statut de journaliste? Est-ce possible déjà? Pas mal de choses à dire. Donc, on a évolué, on évolue sans arrêt. Je voudrais dire que le statut de journaliste, le mot journaliste n'est pas une appellation protégée, comme l'est, par exemple, j'étais avocate avant, je n'ai pas le droit de dire aujourd'hui que je suis avocate. Je n'ai pas le droit. Journaliste, on a le droit de dire qu'on est journaliste. Et on n'a pas besoin d'être salarié pour être journaliste. Toutefois, pour avoir une carte de presse qui confère le statut de journaliste professionnel, là, l'outil de travail du journaliste, qui est la carte de presse, qui est octroyée par la commission que je préside, pour ça, il faut être salarié. Ça, c'est la première chose que je voulais un petit peu clarifier par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, par rapport à la communication, qui est le thème de cette table, effectivement, ce n'est pas la même chose d'informer et de communiquer. Quand on communique pour quelqu'un. Quand on informe, on communique à du public, à une audience. Voilà. Donc, clairement, on peut dans sa vie exercer plusieurs professions, être journaliste puis communicant, ce qui est votre cas. Le faire en même temps, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour l'attribution, par exemple, d'une carte de presse. Alors, on tolère que le journaliste fasse parfois des petites missions de publicité et perçoivent des commissions de publicitaires quand c'est très minoritaire. Ça, c'est toléré. Ce n'est pas du moment que c'est minoritaire. Par contre, il y a des fonctions qui sont incompatibles, qui sont celles de chargé de relations publiques et d'attaché de presse. Et ça, même si c'est très minoritaire, c'est une incompatibilité totale et on ne pourra pas attribuer la carte de presse dans ce cas-là. Donc ça, c'est clair. Ça résulte de nos pratiques, ça résulte également d'un texte des années 60. Il y a un arrêté ministériel du 23 octobre 64. Il y a aussi quand même pas mal de lois autour de ça. Donc après, maintenant, on voit beaucoup de nouveaux formats ou de nouveaux supports sur lesquels travaillent les médias et les journalistes. Quand on voit du journalisme sur des réseaux sociaux, sur du pur digital, on a été les premiers à attribuer des cartes de presse à des pure players, donc qui n'ont pas de support papier. Et nous attribuons évidemment des cartes de presse à des journalistes qui travaillent sur des médias sociaux. Le support n'est pas un sujet. Par contre, on va regarder et vérifier que ce support n'est pas un support de communication d'une façon ou d'une autre. On entend beaucoup parler de brand content. Et le brand content, pour moi, c'est de la communication. Hein. Donc, quand sur le support, on ne voit pas de distinction claire entre ce qui relève à un endroit de la publicité, les journaux ont toujours vécu de la publicité, mais ça doit être identifiable et séparé du programme. Quand il n'y a pas de séparation claire, on ne peut pas attribuer la carte, considérer que le support est journalistique, et donc on ne peut pas attribuer la carte aux personnes qui travaillent pour ce support. Donc, cette distinction, elle est fondamentale. On a vu aussi parfois, au-delà du brand content, c'est vraiment parfois des supports qui sont rémunérés au clic ou au rendement après. Donc, pour nous, ça, c'est une autre incompatibilité avec le journalisme. Alors justement, il y a des différences de statut, mais j'aimerais que Marianne Cholet explique quelles seraient les conséquences à long terme. Parce que quand on écoutait Ludovic tout à l'heure, on avait l'impression que tout ce que vous êtes en train de décrire
a priori, ça compte pas, on s'en fiche, on peut de toute façon faire du journalisme, mais est-ce que ça a d'autres conséquences par rapport au statut, notamment par rapport à l'avenir de quelqu'un qui choisit de bifurquer, mais pas avec succès comme ont fait les deux Philippe, mais est-ce que c'est pas une voie également qui peut être difficile, dangereuse ou plus préoccupante? Alors, pour moi, la définition d'un journaliste professionnel, comme disait Bénédicte, c'est un salarié. Il peut ou pas demander à avoir sa carte de presse, mais à partir du moment où il est salarié, il a des bulletins de salaire, et sur ces bulletins de salaire, il a droit à une protection sociale qui est tout à fait spécifique. Il y a des années que les partenaires sociaux de la presse et des médias ont négocié pour les journalistes une protection sociale bien particulière. Alors maintenant, si on est salarié d'une entreprise de com, on a aussi une protection sociale. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est pour les jeunes dont Jean-Marie parlait tout à l'heure, qui arrivent dans le métier et qui ont des statuts un peu bâtards comme auto-entrepreneurs. Où là, l'actualité parle de la retraite. Dans 45 ans, les droits à la retraite de ces jeunes gens sans statut bien défini n'existeront pas. Alors qu'aujourd'hui, les journalistes, y compris les journalistes rémunérés à la pige, multi-employeurs, avec des carrières discontinues, avec des revenus complètement aléatoires et différents d'un mois sur l'autre, ont réussi à obtenir une protection sociale, une retraite complémentaire, une prévoyance et un dispositif santé tout à fait particulier. Alors bon, je le connais bien parce que c'est Audience qui le porte, mais en même temps, ce sont les partenaires sociaux qui l'ont négocié pour les journalistes rémunérés à la pige, et c'est un gros avantage, cette mutualisation par rapport au statut de salarié. Voilà. Oui, merci. Et donc, pour revenir, donc là, on a bien vu qu'il y avait quand même des différences de parcours qui étaient quand même déterminantes dès l'instant. Et là, pour les étudiants qui sont dans cette salle, effectivement, 2-3 ans après le diplôme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est déçu? Est-ce qu'on fait auto-entrepreneur ou bien est-ce qu'on rejoint une société de communication? Après, j'ai envie de demander, parce que quand on écoutait bien les observations, c'était de dire, voilà, nous, en communication, nous travaillons pour des clients, on fait attention au narratif et tout ça, mais quand on écoute tout ce qui s'est dit depuis ce matin, et quand on écoute le monde, finalement, le monde d'Internet, des réseaux sociaux, on retrouve exactement les mêmes ingrédients. La seule petite différence, c'est la question éditoriale. Mais en même temps, quand on écoutait ceux qui portent ces nouveaux médias, ils disent oui, mais il n'y a plus vraiment de ligne éditoriale, puisque c'est moi, je suis une marque, et c'est moi en tant que tel qui porte une ligne éditoriale. Qui veut répondre là-dessus? Parce que là, pour le coup, on est complètement dans le flou, quoi. Est-ce que ce sont encore des journalistes ou est-ce que ils sont plutôt dans votre univers, sachant qu'eux-mêmes ne se définissent dans aucun univers pour l'instant? Je pense que c'est une question je pense qu'aujourd'hui, la question de l'intelligence des lecteurs ou des spectateurs, elle est beaucoup plus importante qu'avant. Et je pense qu'ils sont quand même capables, moi, dans ma pratique personnelle, j'arrive à faire la différence entre Osons causer, je sais d'où parle Osons causer, et ça me va. C'est pour ça que j'attends pas autre chose d'Osons causer. Et je sais pas, Geoffroy Lejeune, j'arrive à faire la différence entre les deux. J'arrive à voir que tous les deux sont ultra politisés. J'arrive à voir que Geoffroy Lejeune est très dépité quand Zemmour fait pas un bon score. J'arrive à voir qu'Osons causer est plutôt content quand LFI fait un bon score. J'arrive à comprendre. Ce qui est plus compliqué, c'est effectivement dans des boîtes comme Hugo Décrypte, que décrit très bien Jean-Marie Charon. Pour moi, Hugo Décrypte, c'est clairement un média du type Combini ou Brut, et qui a les mêmes ambiguïtés que Combini ou Brut. Simplement, il n'a pas encore les investisseurs de Brut ou de Combini, mais ça viendra sans doute. C'est les mêmes ambiguïtés qui est que le journalisme, ça ramène pas d'argent. Enfin, voilà, il faut être clair. Donc, ils sont obligés de faire du commercial, ils sont obligés de vendre des espaces, ils sont obligés de vendre des vidéos. Donc, après, la question, c'est celle du Chinese Wall, qui est la séparation qui doit exister dans le média. Et là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance entre l'éditorial et le commercial. Donc, ça, c'est encore une question d'éthique personnelle, c'est-à-dire que moi, chez Combini, chez Brut, qui sont des médias sérieux, on m'a jamais proposé de trucs bizarres.
Mais il y a des fois où on propose en tant que communicant des trucs bizarres. Voilà, en gros, vous savez que vous pouvez obtenir de l'éditorial, plus ou moins. Bon, c'est une question de solidité après des équipes, de rapport de force entre la rédaction et son actionnaire. C'est des questions qui sont extrêmement presque micro. Enfin, c'est entreprise par entreprise que ça se joue. Ce qui compte, c'est le regard qu'on porte en tant que spectateur là-dessus et sa capacité à soi à discerner si c'est du bullshit ou si on vous raconte quelque chose. Et puis parfois, on est intéressé par des choses qui sont fausses, tout en sachant qu'elles sont fausses. Et pour moi, c'est presque le plus gros problème, c'est qu'on va être diverti par des choses fausses. Et là, on est dans autre chose qui, pour moi, est vraiment principalement le problème, qui est la désinformation. Et des gens qui font de l'argent avec la désinformation. Et ça, c'est quelque chose contre lequel on n'est pas du tout préparé. C'est-à-dire qu'ils font, je pense à des dérivés de RT France ou autres, ils vont faire de la désinformation sur la question de la santé, par exemple, et ils vont gagner de l'argent avec. Et c'est extrêmement rentable pour tout un tas de raisons. C'est un dévoiement du journalisme aussi, mais alors ça, contre ça, je ne sais pas comment on est équipé. Parce que la communication et l'information, en gros, je pense que la plupart des gens arrivent à gérer la différence, en vrai. En revanche, quand on vous dit ce qu'on vous dit est faux, ce qui marche vraiment bien, c'est de ne pas bouffer pendant 3 semaines, de vous enfermer dans une yourte et par ailleurs de me payer 1 000 € parce qu'il ne faut pas déconner. Et avec ça, vous irez mieux. Et que vous amenez un témoignage là-dessus, 2 témoignages, faire un livre, aller sur France Inter pour promouvoir la méthode Tartampion. Et que vous avez des followers qui commencent à adhérer à ça et que vous présentez comme quelque chose d'objectif et que vous utilisez tous les codes du journalisme pour le faire. C'est compliqué. C'est pas vraiment de la com. C'est pas de la com en fait. C'est pas vraiment non plus du journalisme. C'est autre chose. Et ça génère des millions d'euros de résultats. Et contre ça, on n'est pas du tout équipé. C'est assez particulier. En France, on a mis beaucoup de mois quand même à comprendre que RT était un problème, RT France. Moi, j'ai jamais accepté de donner une interview à RT France. J'ai fait une erreur dans ma vie qui était de donner une interview à Sputnik. Quand j'ai lu le compte-rendu de ce que je disais, en gros, j'accusais Macron d'être anti-russe. C'était pas mon propos, enfin, déjà parce que j'ai pas d'opinion là-dessus. Et puis ensuite, je pense pas que Macron soit anti-russe. Vous voyez, mais ils avaient tourné la citation de telle sorte que, évidemment, comme j'attaque Macron parfois, ça m'arrive malheureusement. Je suis pas sage. Voilà, ça peut être interprété comme ça, mais je voulais vraiment pas dire ça. Et donc on voyait que c'était un organe de propagande et qu'on a mis des mois à interdire ce truc. Ça me sidère. Et sur les antivax et sur toute la contre-propagande sur la santé, j'ai le même problème, le même souci. Et le problème, c'est qu'eux génèrent de l'argent en revanche, beaucoup d'argent, parce qu'il y a tout un tas de gens qui sont prêts à payer pour suivre la thérapie bidule. Et ça, c'est voilà, j'ai pas la solution, mais ça, pour moi, c'est un problème encore plus urgent. Enfin, en tout cas. Oui, Jean-Marie Charon, réagir. Oui, pas forcément réagir, mais la question des déplacements qui peuvent s'opérer, pas par des individus, mais plutôt par des structures dans lesquelles travaillent les individus, ça peut être quelque chose de beaucoup plus... qui peut paraître beaucoup plus fin que les choses très très grosses comme les fakes, etc. Par exemple, vous avez des sites d'information qui sont extrêmement regardés. Je pense par exemple à l'Internaute, qui à une époque, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais à une époque était parmi les sites d'information les plus regardés. Eh bien, l'Internaute n'emploie pas de journalistes. Il emploie effectivement des personnes, bien sûr, qui produisent de l'information, mais ils se sont dit, je crois qu'ils les appellent des rédacteurs. Qu'est-ce qui les caractérise, en dehors du fait que leur entreprise n'est pas la convention collective des entreprises de presse? Eh bien, c'est le fait, en grande partie, que les personnes en question doivent surveiller de très près leurs audiences et doivent beaucoup concevoir le contenu de leur information en fonction de leurs audiences, mais aussi de leurs ressources publicitaires, des ressources publicitaires générées. Alors, bon, on voit bien, quand vous interviewez, moi j'ai des anciens étudiants qui ont travaillé, qui travaillent à l'Internaute. Là, c'est pareil, hein, de temps en temps, ils font un travail tout à fait classique de journaliste, en journalisme politique, etc. Puis de temps en temps, en même temps, ce ne sont pas tout à fait les mêmes ressorts. Où ça m'interpelle aussi, c'est qu'on pourrait dire, oui, mais alors, c'est CCM Benchmark, c'est une entreprise, c'est un pure player, etc. Sauf que le pure player a été racheté par le groupe Figaro, quand même. Donc on voit bien que les choses peuvent être assez complexes. On peut avoir une entreprise incontestablement d'information comme le groupe Le Figaro, et en même temps, dans la panoplie de ces activités, ces nouvelles activités, avec des règles qui ont un peu bougé.
Alors, est-ce que, moi personnellement, quand je me souviens, pour le baromètre social des assises, j'avais travaillé sur cette question de la zone grise, que Samuel Bourron aussi, sur lequel Samuel Bourron a travaillé aussi. Cette zone grise, on voit bien qu'il y a effectivement ces entreprises qui ont un peu fait bouger, je dirais, la place du journaliste. Est-ce qu'on demande à un journaliste, est-ce qu'il est responsable de son audience, est-ce qu'il est responsable des ressources publicitaires générées, par exemple? Oui. Il y a aussi beaucoup de brand content dans Alors peut-être une réponse avant de Bénédicte qui a été pointée. Non, je disais qu'il y a beaucoup de brand content aussi dans certains de ces supports, ce qui explique... mais je dirai après. Parce que... Non, mais juste pour prendre la suite de ce qui vient d'être évoqué là, tout ça est le résultat aussi d'un contexte. C'est-à-dire, on est quand même dans un environnement de médias français qui fonctionnent sur des modèles économiques qui sont à minima compliqués, qui ont été bousculés évidemment pour des tas de raisons que je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler puisqu'on est entre connaisseurs, si je puis dire. Donc évidemment, on hérite là d'une situation. Les médias ont chacun, en fonction de ses points forts et de son positionnement initial, ont développé des stratégies de diversification qui parfois peuvent devenir problématiques, et ça fait d'ailleurs partie des sujets de conversation, voire de disputes récurrents dans les rédactions à travers ceux qui portent la voix des équipes rédactionnelles dans les sociétés de journalistes, etc. Donc, alors il y a des médias qui ont réussi à mettre en place des protocoles, des barrières, des choses, ou des équipes rédactionnelles au sein de ces médias, mais qui rendent les choses à peu près admissibles du point de vue de la déontologie, même d'une déontologie exigeante. Et puis il y a d'autres endroits où évidemment le rapport de force n'est pas du tout celui-là, et où évidemment des dérives beaucoup plus inquiétantes ont pu être mesurées, voilà, ou sont encore aujourd'hui constatées. Donc voilà, il faut quand même avoir en tête ce contexte qui est regrettable, mais je crois qu'il est aussi de la responsabilité finalement aussi des journalistes de porter une vigilance à travers les instances qui sont les leurs dans les médias où ils travaillent ou pour lesquels ils travaillent, et d'avoir cette exigence-là. Cette vigilance, voilà. Elle est enseignée dans les écoles de journalisme. Oui. Alors, mais il y a pourtant du marketing éditorial dans les écoles, dans les cursus pédagogiques. Oui, mais alors, attention, on enseigne l'orthodoxie du métier, si je puis dire. Voilà. Donc, c'est-à-dire que et cette orthodoxie du métier, on l'enseigne parce qu'on a des valeurs, mais on l'enseigne aussi parce qu'on a un référentiel, et que ce référentiel émane des organismes paritaires, et donc je rappelle que émane aussi donc des éditeurs. Voilà. Donc c'est rarement les mêmes personnes, mais on voit bien aussi qu'on est dans un univers parfois un peu d'injonctions contradictoires, puisqu'on a des éditeurs qui d'un côté ont des pratiques qui ne correspondent pas à ce qu'ils ont contribué à installer en termes de recommandations sur la formation au journalisme. Donc voilà, donc je crois qu'il y a une vraie responsabilité aujourd'hui à pouvoir tenir cette exigence, et beaucoup de journalistes le font là où ils sont, et c'est quelque chose qui peut paraître un peu souterrain, mais qui est fait au quotidien. Juste une petite remarque sur votre intervention, Philippe, tout à l'heure, sur le fait que vous n'étiez pas tant inquiet que ça sur la capacité des gens à se repérer dans cet espace médiatique. Voilà. Je suis un petit peu plus pessimiste que vous. En fait, je partage votre point de vue ici aujourd'hui, parce qu'encore une fois, nous sommes une assemblée de gens qui connaissons l'espace médiatique et qui
et qui le pratiquons au niveau expert, pour reprendre une expression de la table ronde précédente. Mais je suis plus pessimiste que vous sur la capacité du grand public, et ce que je dis est absolument pas méprisant, à se repérer. On voit bien quand même qu'il y a un flou énormissime. Voilà, vous faites une petite enquête de lectorat pour voir si la nouvelle formule convient à vos lecteurs. Vous avez un nombre de gens qui confondent articles et interviews et qui disent pourquoi le journal a tenu telle position alors qu'en fait c'est la personne que vous avez interviewée qui l'a tenue, etc. Donc on voit bien qu'il y a une incapacité quand même assez générale aussi à se repérer par rapport à des codes que nous pensons maîtrisés par le reste de la société, mais qui ne le sont pas toujours, et loin de là. Donc de ce point de vue, et c'est un vrai sujet dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais l'éducation aux médias de l'information est une vraie grande préoccupation aujourd'hui, non seulement des jeunes journalistes qui sont dans nos écoles, mais aussi de l'ensemble de la profession et des organismes de la profession, puisque certains ici sont représentés et ont eu des actions tout à fait volontaristes pour faire en sorte que des formations à l'EMI puissent voir le jour. Voilà. Donc je mets juste un bémol là-dessus. On peut voir ça de manière plus optimiste en disant qu'aujourd'hui les gens ont un esprit critique systématique. Alors ça produit le pire, qui est des manifestations gilets jaunes où vous avez des pancartes qui sont « je m'informe sur Facebook ». On peut considérer que c'est quelque part un échec, hein, évidemment, collectif, mais d'un autre côté, c'est un esprit critique systématique. Et ça, c'est intéressant que ça existe. Je veux dire. Avant, on n'avait pas ça. Enfin. Oui, mais c'est bien que ça existe, mais il faut voir dans quel cadre ça s'exprime aujourd'hui. C'est-à-dire que ça s'exprime aussi dans un univers où on voit bien, et on l'a dit aussi un petit peu à d'autres moments aujourd'hui, on est plus dans l'univers de la croyance que dans le fait de se rattacher à une quelconque rationalité parfois. Hein. Donc c'est ça aussi, c'est que la contestation et l'exercice de l'esprit critique, pourquoi pas, mais en fait, si l'esprit critique lui-même repose sur des bases complètement irrationnelles, on est quand même assez mal. Oui, je voulais dire, à la commission de la carte de presse, on regarde d'abord le support, on regarde d'abord l'entreprise. Et on va regarder si on considère que ce qui est fait, c'est journalistique. Et si c'est positif, on va ensuite regarder ce que fait le journaliste et lui attribuer la carte de presse. Il faut voir que quand même, un support de presse, il emporte avec lui une responsabilité d'éditeur. Il y a des mentions légales obligatoires, il y a un directeur de la publication, c'est lui qui va au château des rentiers, qui prend les droits de réponse, qui prend la responsabilité pénale et la mention au casier judiciaire. Il y a une responsabilité pour un éditeur de presse que n'a pas forcément un communicant. Ça, c'est vraiment important. Donc, quand je vois Hugo Décrypte qui veut aussi faire de la communication, à la rigueur, il faudrait qu'il décline sa marque et faire un autre espace bien distinct. Et Hugo communique. Et on aurait les deux marques. Mais il faut bien distinguer les deux. Et c'est pour ça que, pour moi, la question, est-ce que c'est une marque, un journaliste? Non. Le support de presse, c'est peut-être une marque. C'est possible. Le support de presse, c'est une marque. Le journaliste, c'est un journaliste. C'est une plume, c'est une voix, mais c'est un journaliste. C'est pas une marque. En réalité, je pense que pour les aspirants journalistes qui sont dans l'Assemblée, il faut un peu revenir à ce que disait Jean-Marie Charon, c'est qu'effectivement, il y a une boîte à outils du journalisme et qu'en fait, ils partagent avec les communicants. Les outils sont quasiment les mêmes et le brand content, le contenu de marque, est quand même issu des canons du journalisme. Et c'est vrai pour Combini, c'est vrai pour Brut, c'est vrai pour Néo. Les contenus sponsorisés que vous avez sur Facebook, en réalité, la frontière est très, très poreuse entre les deux, et dans la narration même, et dans ce qu'on dit. Et pour moi, il n'y a pas réellement de problème à suivre sur Néo le parcours d'un berger dans les Pyrénées pour expliquer que son fromage de chèvre est bon, je veux dire, parce que très souvent, c'est ça qui est raconté. En réalité, on pourrait le titrer différemment et faire le portrait de cette personne-là, et ça gênerait personne. Voilà. Donc la proximité en fait entre le journalisme et la communication, il est dû aux outils mêmes. C'est-à-dire vraiment, vous utilisez un marteau, une enclume, qui sont les mêmes que vous soyez journaliste ou communicant. Un communiqué de presse, en réalité, il structure son information comme une dépêche AFP. Je veux dire,
à l'ESJ, on l'a fait, je veux dire, découper des communiqués de presse dans tous les sens pour en faire une dépêche. Et en réalité, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est important juste de comprendre à qui on s'adresse et pourquoi on le fait. Et en réalité, quand on parle on va dire de cible ou d'audience pour une marque, quand on parle de lectorat pour un journal ou un pure player, les objectifs sont quasiment les mêmes. Hein. Je veux dire, en réalité, on veut convertir, je veux dire, ou convaincre une personne à un discours. Voilà. Mais en réalité... Pardon ? Pardonnez-moi, non, je vous laisse finir. Ah ouais, et donc en réalité, on va dire les effets de ça sont différents, mais les méthodes qu'on utilise, et pour avoir exercé les deux, sont quand même très très proches. D'où la zone grise, en fait, en réalité. Mais pardonnez-moi juste sur ce point-là d'être en désaccord, c'est-à-dire que le fait de dire qu'on se sert des mêmes outils ne permet pas de dire que nous suivons les mêmes finalités. Complètement. Donc oui, mais quand vous dites c'est la même chose, ça crée de la confusion. Et je pense que les communicants ont tout intérêt à l'entretenir. Oui, après, est-ce qu'on a intérêt au chaos? Je ne sais pas, parce que c'est quand même très difficile pour nous aussi de travailler dans un environnement chaotique. Enfin, moi, honnêtement, le moment où il y avait les médias, il suffisait d'aller voir les médias pour faire le travail de communicant, c'est quand même beaucoup plus confortable qu'aujourd'hui. Où finalement, moi ce qui me fait peur en tant qu'ancien journaliste, c'est d'ailleurs que le terrain de bataille de la communication est de moins en moins la presse, et que les vieux clients nous demandent de la presse écrite. C'est encore important pour eux, mais pour les autres, c'est vraiment plus tellement de terrain. Du coup, ça m'inquiète un peu, voilà, parce que je me dis, parce que je suis attaché à cet univers-là, et voilà, j'en suis issu, mais je veux dire, pour le coup, il y a un shift qui est assez perceptible. Et je voulais aussi, sur Hugo Décrypte, je pense qu'il ne faut pas être plus sévère avec lui qu'on va l'être avec Le Figaro. Et je crains qu'on ait un léger biais et qu'on demande plus aux nouveaux médias qu'aux anciens. Et je pense que ce serait une erreur parce que, en l'occurrence, ce type Hugo Décrypte, il fait un travail de vulgarisation admirable sur les réseaux. Il fait un travail sérieux et voilà quoi. Qu'est-ce que les journalistes, par exemple, reprochent à Hugo Décrypte? Non, mais je suis curieux. C'est du journalisme, hein. Je serais curieux de savoir. Non, mais c'était un appel, ne lui appliquez pas des critères plus sévères parce qu'il n'y a pas de raison. Encore une fois, je dis que c'est du journalisme. Hein, mais c'est particulier, c'est comme si Serge July avait appelé son média Serge au lieu de Libération, ça n'aurait pas été pareil, même si lui pense que c'est pareil. Alors, je voudrais rajouter, là j'ai fait le travail d'Alexis un petit peu, rappeler l'histoire du secteur. Il y a eu des brouillages, je dirais, notamment de la part des pouvoirs publics sur ces questions. Je pense notamment au niveau de la communication territoriale. En 92, vous avez un rapport de Jacques Vistel, qui était un conseiller d'État, qui avait été directeur du SJTI, donc l'équivalent de la direction des médias maintenant, et qui était intitulé « Qu'est-ce qu'un journaliste ?» Et effectivement, dans ce rapport, il y avait toute une réflexion, toute une tentative d'essayer de faire la part des choses entre qu'est-ce qu'un journaliste, un véritable journaliste, et un communicant dans un secteur territorial. Et je ne sais pas si c'est encore le cas, la présidente de la commission va nous dire si c'est encore d'actualité, mais à cette époque-là, il y avait eu une proposition comme quoi, si la personne était employée par une association qui publiait un média de collectivité territoriale, il pouvait demander la carte de presse. Si en revanche il était personnel municipal, il ne pouvait pas demander la carte de presse. Donc là, vous voyez, on a quand même des phénomènes de flou qui sont assez importants. De la même manière, moi j'ai enseigné, c'est peut-être là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, longtemps à Sciences Po, dans une filière qui s'appelait communication et politique. Et dans mes anciens étudiants, j'en vois dans un certain nombre de médias, que ce soit du VIC ou d'autres, et puis d'autres qui sont communicants et qui sont devenus des communicants importants. Donc on voit bien que... Et l'université, je me souviens très bien, lorsque l'université de Marseille a créé une école de journalisme, on a été un certain nombre à batailler pas mal avec les autorités universitaires pour qu'ils fassent une distinction dans les cursus entre la communication et le journalisme, parce que eux, ça leur paraissait tout à fait normal
que les premières années soient les mêmes et qu'à la fin, effectivement, on finalise un peu, l'un va être communicant, l'autre va être journaliste. Donc il faut quand même aussi voir qu'on vient un peu de ce genre de débat, quoi. Moi, j'avais sur la question, parce qu'on vous a peu entendu et on vous a beaucoup interrogé, mais si vous avez la possibilité, peut-être indépendamment de ces zones de flou qui ont fait l'objet de débats là autour de la table dans les minutes précédentes, il y a aussi d'autres professions qui sont vraiment aussi du journalisme à 100% et qui regrettent beaucoup de se voir fermer la porte d'accès à la carte de presse. Je pense notamment à un certain nombre de réalisateurs et de réalisatrices de télévision qui font un boulot de journaliste absolument incroyable, de film en film, mais qui n'ont pas le droit d'avoir la carte de presse et ça vous vaut une grosse colère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, pourquoi ces gens n'ont pas accès à la carte de presse ? Alors qu'effectivement, ce n'est pas systématiquement le cas, mais un des critères, et je l'ai dit tout à l'heure, pas pour s'appeler journaliste, puisqu'il n'y a pas de critère pour ça, mais un critère pour avoir une carte de presse, c'est d'être salarié. Et dans le Code du travail, tout est dans le Code du travail, il y a un chapitre entier dédié au journalisme. Il y en a un autre dédié aux intermittents du spectacle. C'est un autre chapitre du Code du travail. Il faut savoir que la commission de la carte, elle est composée de professionnels, de syndicalistes élus par leurs pairs, par des journalistes. Et pas par ils ne sont pas élus par les intermittents. Ils sont élus par des journalistes. Ce serait quand même une entrave. Non, mais pardonnez-moi, mais j'entends votre réponse qui est parfaitement claire et logique du point de vue du point de vue du droit et des statuts, mais du point de vue de l'exercice même de la profession, est-ce que ça finit pas par desservir, pardon de mettre les pieds un peu dans le plat, mais je n'ai aucun avis sur la question, mais est-ce que ça finit pas par desservir un peu la profession, en ce sens que ça fixe un périmètre qui aujourd'hui, j'ai pris l'exemple des réalisateurs, des réalisatrices de télévision, mais ça pourrait être aussi d'autres cas avec des médias plus récents qui se posent, avec un périmètre qui ne correspond plus finalement à la réalité du métier sur des supports différents que ceux qui ont été imaginés et fixés dans les codes dont vous venez de parler. Un réalisateur peut tout à fait être payé en salaire, c'est tout à fait légal. Et dans certains cas, ils le sont. Il peut avoir un CDD, un CDI. Si son employeur ou lui-même choisit d'être payé en cachet, c'est un choix qu'il opère dès le début. Et dans la vie, effectivement, il faut faire des choix. S'il est payé au cachet, ça ne remplit pas les conditions pour avoir la carte de presse. Ça c'est effectivement comme ça. Pourquoi est-ce qu'on maintient vraiment cette position et vraiment à la commission de la carte, les deux collèges, le paritarisme entier, aussi bien côté employeur que journaliste, est d'accord sur ce point. Il ne faut pas oublier qu'en 1930, quand la loi Brachard a été créée, c'était pour protéger le journaliste, pour lui conférer un statut. C'était un paria. Et grâce à la loi sur le journalisme, on l'a mis dans le Code du travail et on a considéré qu'il devait être salarié. Attribuer la carte à des personnes qui n'ont pas ce statut de salarié, c'est conforter une précarisation. Ça serait trop simple. Après, beaucoup d'employeurs renoncerait à payer les journalistes un salaire et on irait vers une précarisation encore plus accrue de la profession. Donc, les journalistes sont élus par leurs pairs, par des salariés. Il semble impossible juridiquement de donner une carte à des non-salariés quand on est élu par des salariés. C'est le principe même du syndicalisme, accessoirement. Je crois quand même qu'il y a des cas de requalification en commission de recours, là je ne sais plus comment elle s'appelle, cette fameuse commission de recours, et qui partent justement des descriptions du travail et non pas du statut de salarié. Alors si on reprend le Code du travail, pour être journaliste, il faut effectivement, il y a deux conditions. Un, sur l'activité, qu'elle soit majoritairement journalistique. Deux, sur la rémunération, qu'elle soit effectivement majoritairement du salaire. Alors la CCIJP ne gère pas de la déontologie. C'est un organe qui ne fait qu'attribuer des cartes de presse, un outil professionnel. Donc ça s'arrête là. Ce n'est pas dans notre rôle. On n'a pas le droit de faire de la déontologie
et de juger de ce que dit un journal. Maintenant, la carte de presse n'est pas une carte à vie puisqu'elle est renouvelable chaque année et chaque année, on réexamine les conditions. Est-ce que vous considérez qu'un journaliste peut faire, par exemple un journaliste vidéo qui travaille dans une rédaction vidéo, qui a 2 services, un service éditorial et un pôle brand content, est-ce que vous estimez qu'un journaliste peut faire les deux, c'est-à-dire faire des sujets édito et participer à des sujets de brand content, en sachant qu'il connaît la différence entre les deux, ou est-ce que pour vous, c'est pas compatible et il y a des frontières qui vont se brouiller au bout d'un moment ? Eh bien, ma conviction personnelle profonde, c'est qu'il vaut mieux éviter le mélange des genres. Ceci dit, je considère tout à fait qu'il peut y avoir aussi une éthique personnelle et que pour le coup, on peut aussi faire confiance à un certain nombre de professionnels pour faire un choix, pour savoir très bien ce qu'ils font au moment où ils le font. Mais je pense qu'en fait, ce type de situation que vous décrivez, il me semble, à moins de me tromper, mais que ça ne résulte pas d'un choix, mais plutôt d'une obligation, en lien avec la précarité que connaissent un certain nombre de journalistes, jeunes et moins jeunes. Et on en revient donc aux modèles économiques, etc. etc. Donc je pense que moi je le vis plus comme une menace en fait, et qui effectivement pourrait entraîner à terme une forme de confusion des genres. Et le fait même que ça coexiste au sein de la même entreprise est encore plus confusionnant, si vous m'autorisez le mot. Donc voilà, donc je pense que ce sont des situations qui ne sont pas souhaitables en fait. Il faut quand même se souvenir, pour voir l'enjeu, qu'il y a quand même 40% des jeunes journalistes 7 ans après qui ont quitté la profession. C'est un chiffre de Samuel. Donc quand j'entends que c'est une question de choix, je veux bien, mais c'est le choix de partir parfois aussi. En tant que communicant, je pense qu'il faut être clair sur le fait qu'on fait un métier de communicant. À Sciences Po, j'enseigne cette matière et on a du mal à faire comprendre aux étudiants au début qu'il y a un corpus, qu'il y a des théories, qu'il y a des auteurs. Et on fait de la communication politique comparée, donc on étudie ce qui se passe dans une quinzaine, vingtaine de pays. Donc par ailleurs, il y a des grandes tendances aujourd'hui, c'est la globalisation de la communication politique par exemple. Donc ce que fait Macron a été inspiré par d'autres à l'étranger, etc. C'est hyper intéressant. Mais pour ça, il faut comprendre qu'on a un métier, un savoir-faire, et pas en avoir honte. Et le problème des communicants, c'est qu'ils ont honte de leur métier. Très souvent, on a un peu l'impression d'être prostitués, voilà. Ce qui n'est pas un qualificatif négatif pour les prostituées que je respecte, mais je veux dire, c'est un peu le ressenti qu'il y a de cette part de cachet. Et puis par ailleurs, les journalistes se vendent aussi très mal. Donc on a 2 professions qui se vendent excessivement mal. Parce qu'en fait, les journalistes sont perçus à l'extérieur comme étant une classe de gros privilégiés bourrés de fric, et qui déjeunent tous les jours avec Emmanuel Macron, ce qui est vrai probablement d'un certain nombre d'entre eux, par ailleurs très respectable, mais ça n'est pas la profession. Si la profession commençait par communiquer sur le fait qu'à 80% elle est composée de précaires qui gagnent le SMIC, je pense que la perception publique serait différente. Voilà. Et ça, le problème, c'est que les communicants et les journalistes, qui bien souvent, parfois, en tout cas, sont les mêmes, se vendent excessivement mal dans les 2 cas. On ne sait pas expliquer ce qu'on fait, on ne sait pas expliquer notre métier au public, et donc forcément, le public juge le résultat qui est parfois carrément brouillon, quoi. Mais, il faut se vendre, il faut accepter d'être ce qu'on est, puis il faut le... Je suis assez d'accord avec l'approche de Philippe. L'important, c'est d'assumer qui on est, en fait. Voilà. Et tout le problème vient de la confusion. Une toute petite et rapide anecdote. Il m'arrive très souvent d'être invité dans tel ou tel type d'établissement pour expliquer le métier de journaliste. Donc, systématiquement, nous sommes versés dans la famille des communicants. Et donc, on se trouve à plusieurs devant une classe, devant un groupe d'étudiants ou d'élèves, et on essaie d'expliquer ce qu'on fait. Et systématiquement, je commence par préciser que c'est pas du tout le même métier, parce qu'il n'a pas du tout les mêmes finalités, ce que j'ai fait tout à l'heure devant vous. Et je pense que c'est important que ça soit posé d'entrée de jeu, parce que les lycéens, les étudiants qu'on a face à nous ne savent pas ça, en fait. Et vous imaginez donc le niveau de confusion qu'il y a en eux. Voilà. Et après, séparer les choses pour l'enseignement, séparer les choses en assumant qu'on ne fait pas le même métier, et les 2 métiers sont aussi respectables,
là, je pense que c'est très nécessaire, mais voilà, donc il faut que personne n'ait honte de ce qu'il fait. Il faut qu'effectivement on fasse chacun les efforts nécessaires pour être reconnu pour ce que l'on fait, mais surtout qu'on évite d'entretenir la confusion. Voilà. C'est vraiment le plus important. Merci. Donc, c'est l'heure de terminer cette journée.